Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Après l'observation, l'action. La circulation sur la nationale numéro 1 sera rétablie à Tchakamari dans l'extrême nord. Des travaux sont annoncés par le ministre des Travaux publics. Lever les barrières d'incompréhension aux frontières du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Une délégation conduite par le général de brigade Simon Ezombondo s'est rendue à Ebibéine. Le but, la paix, la réconciliation et la coopération. Casser pour éviter des douleurs plus fortes. Une opération de démolition des habitations anarchiques ou construites dans des zones à risque, à Kour, à Douala dans le littoral. Objectif, visé par le maire de la ville, prévenir les drames et remettre de l'ordre. Voilà pour les titres du journal. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Les travaux visant à rétablir la circulation sur la route nationale numéro 1 entre le Mayo-Sava et le Logo-Nechari dans la localité de Tchakamari sont lancés. L'annonce est du ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi l'a dit ce dimanche à Maroua. Il présidait une réunion d'évaluation des projets routiers. Le patron des Travaux publics est membre de la délégation interministérielle dépêchée dans l'extrême nord par le chef de l'État. Les détails avec Augustin Guizana. La région de l'extrême nord a mal à son réseau routier. Un mal aggravé ces dernières années par l'insécurité dans les départements du Logo-Nechari, le Mayo-Sava, le Mayo-Tanaga. Il y a aussi la vétusté des ouvrages dans l'Odiamare, le Mayo-Kani et le Mayo-Danaï. La principale route qui va de Mora à Kolofata jusqu'à Kerawa et d'un côté et jusqu'à Amchide de l'autre, qui est une route transfrontalière, est totalement inaccessible. Nos ennemis profitent de cet état de route pour placer des engins explosifs improvisés. L'eau est partout, ça a fait à ce que les routes soient coupées, les ouvrages soient endommagés. Il y a le radier de Mogode qui avait emporté dernièrement les bires aussi. On voudrait une réhabilitation. Le ministre des Travaux publics est venu dans la mission interministérielle pour s'enquérir de la situation. Emmanuel Nganou Djoumessi s'est entouré des délégués départementaux et les maires des 47 communes de la région pour faire l'état des lieux et a fait quelques annonces. À Tchakamari, nous avons demandé que l'on fasse un tapis de moellons pour permettre aux camions de passer. Pour la route Maroua-Mora, les travaux s'exécutent. En principe, on doit finir avec cette route au mois de février 2021. Au cours de la réunion, le patron des Travaux publics a insisté sur la nécessaire collaboration entre ces services déconcentrés et les maires pour réaliser les différents projets dans l'extrême nord. Les populations des arrondissements victimes des inondations dans la région de l'extrême nord ont reçu un don spécial du chef de l'État ce dimanche à Maroua. Des intrants agricoles, des denrées alimentaires, des kits d'hygiène entre autres ont été remis aux différents maires. Les représentants des sinistrés ont dit leur gratitude au couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Une fois de plus, voici Augustin Guizana. À l'esplanade des services du gouverneur de l'extrême nord, les forces vives, populations allogènes et autochtones, autorités locales, représentants des sinistrés n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État. Paul Biya a expédié du matériel de couchage, des semences agricoles, des engrais, des kits d'hygiène, des denrées alimentaires aux sinistrés des inondations de Maga, Kaikai dans le Mayo Danaï, Moulvoudaï dans le Mayo Kani, Pété et Maroua dans le Diamare, Ouaza dans le Logo-Nechari. Je voudrais exprimer ici le sentiment de joie qui nous anime d'avoir été honoré par une assistance aussi prompte que significative de la plus haute personnalité de l'État. J'ai nommé son Excellence Paul Biya. La constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit de la région de l'extrême nord lui a valu une motion de soutien de la part des militants du RDPC. L'exhortons à poursuivre avec détermination
sa politique de justice sociale, de démocratisation et de construction d'un Cameroun moderne et prospère. Le chef de la délégation interministérielle Paul Atangandji a promis de transmettre leur message au chef de l'État. Nous allons remettre notre rapport acquis de droit. Les populations sont en droit d'attente des réponses. Je pense que ces réponses ne sauraient tarder. Ainsi s'achève la mission de 7 membres du gouvernement venus s'enquérir de la situation des inondations dans l'extrême nord. Parlons maintenant de constructions anarchiques et d'habitats spontanés à Douala dans le littoral. Le temps de la répression est là. Les équipes de la mairie de la ville ont procédé au déguerpissement des populations installées à Logbessou dans le 5e arrondissement en contrebas d'un important ravin, source d'inquiétude pour les autorités. Une action forte qui vise à préserver des vies, le lieu étant sous la menace d'un éventuel effondrement. Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. L'alerte avait pourtant été donnée et la sensibilisation effectuée. Mais les vieilles habitudes de l'insouciance ont prévalu. Ce n'est qu'à la descente des agents municipaux que les populations de Logbessou-Cognon, lieu de carrière, ont entamé les manœuvres de déménagement. Seulement, l'opération de casse dite spectaculaire était enclenchée. Spectaculaire parce que tous ces immeubles vont être détruits. Également, toutes les maisons qui sont sur l'emprise du drain seront détruites. Une action coercitive mais à visée humanitaire. La zone étant source d'inquiétude des autorités du fait de la menace permanente d'un effondrement. On préfère les voir dans la rue que de les voir ensevelis par la terre. Vous voyez bien la colline qui est derrière nous, elle est en train de descendre. Et quand vous faites le tour, vous allez voir qu'il y a des maisons qui ont déjà la terre à plus d'un quart de la hauteur de la maison. Le caractère illégal des occupations étant établi, l'espoir de tout recasement devient aussi incertain. Le Cameroun et la Guinée équatoriale déterminés à lever toute incompréhension qui perturbe les relations au niveau de leurs frontières terrestres. C'est la mission principale assignée au sous-comité sur les questions de défense frontalière entre les deux pays, dont la première réunion vient de se tenir dans la ville de Ebibéine. La délégation camerounaise était conduite par le général de brigade Simon Ezombondo. Pierre Evembe nous en dit davantage. C'est par la voie terrestre que la mission interministérielle conduite par le commandant de la première région militaire interarmée, le général de brigade Simon Ezombondo, a foulé le sol équato-guinéen, quelques mètres seulement entre Kiossi au Cameroun et Ebibéine en face, inaccessible depuis près d'un an déjà. La frontière est fermée, circulation des personnes et des biens stoppée. Les 300 km de frontière qui séparent les deux États ont subi les secousses d'incompréhension et de malentendus qui ont abouti également à la construction par la Guinée équatoriale de miradors pour la surveillance de son territoire et qui parfois empiètent sur le sol camerounais. Une situation qui est depuis le temps une préoccupation majeure au sommet des deux États. Le président Paul Biya du Cameroun, qui a opté pour la solution diplomatique, le dialogue, a été suivi dans cette voie par son homologue Obiangema Mbazogo, qui a suspendu les travaux de construction des gués pendant les rencontres majeures entre les ministres de la Défense des deux pays. Les résolutions prises devront être implémentées par le sous-comité sur les questions de la défense et défense frontalière entre les deux pays. L'accueil chaleureux réservé à la délégation camerounaise par le général de division Lambert Tongema Micha, le chef d'état-major général des forces armées et des corps de sécurité de l'État, ainsi que son équipe, montre à suffisance que les deux parties comptent capitaliser au maximum la confiance qui a été placée en eux pour cette première mission technique de tout mettre en œuvre pour identifier et extraire ce qui dérange à la frontière. Pendant ce temps, en interne, des parlementaires du Nord-Ouest lancent un vibrant appel pour le retour à la paix et une reprise de classe sans incident. À leur démarche, ils ont associé des élus locaux. Tous, en présence du gouverneur, ont réitéré leur engagement à œuvrer pour la reconstruction de la région. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. Face à la situation critique du Nord-Ouest, l'espoir est désormais permis. Les parlementaires et les élus locaux sont déterminés à faire rayonner la paix dans tous les départements. Main dans la main, ils se sont assis pour trouver des solutions.
On a réuni aujourd'hui pour prendre une stratégie par laquelle on doit suivre pour que la paix règne dans cette région. Parce qu'avec la paix, je pense que tout va suivre. Au cours de cette assise qui a vu la présence du gouverneur du Nord-Ouest Adolphe Lélé-Lafrique et du maire de la ville de Bamenda, Paul Atchobon-Tambeng, les conseillers municipaux pensent que le retour à la stabilité favoriserait par exemple la reprise des activités scolaires pour le bien des fils et filles de la région. Chaque conseiller représente soit un village, soit une zone. Et c'est à lui de faire tout pour que la population sache que sans l'éducation, rien ne peut marcher. Sans la paix, on ne peut développer une région. C'est par cette conclusion que les parties prenantes de cette assise de Bamenda se sont séparées en promettant des lendemains meilleurs. Le réseau des parlementaires pour l'économie circulaire a officiellement lancé ses activités. Ce groupe de travail, conduit par le député Gérard Ndombangala, ambitionne de réduire considérablement la dégradation de l'environnement à travers une meilleure gestion de déchets. Pulchiriaté. Le défi à relever par le réseau des parlementaires pour l'économie circulaire est de parvenir à mettre sur pied une nouvelle économie à travers la transformation des déchets en ressources. L'idée est de prolonger le cycle de vie de l'économie et d'avoir zéro déchet dans les décharges. Tous les bouteilles en plastique qui sont jetés dans les rues doivent être transformés. Pour qu'on ne voit pas l'incident comme ce qui s'est passé à Douala il y a de cela une semaine. Le réseau ambitionne de formuler des propositions concrètes à l'intention des décideurs pour faciliter l'implantation de l'économie circulaire. On doit faire en sorte qu'une loi doit être passée à l'Assemblée pour régissant et dirigeant comment cette société doit fonctionner. Il s'agit par ailleurs de répondre à l'un des objectifs clés de l'agenda 2030 des Nations Unies qui consiste entre autres à réduire l'impact environnemental négatif des villes et des communautés. Nous restons en économie. La Banque mondiale dénonce des irrégularités et annule la publication du rapport 2021 de Doing Business, l'outil de l'institution financière mondiale qui permet de mesurer le niveau de développement des économies et leur ouverture aux investisseurs, a connu des dysfonctionnements depuis 2018 et faussé la réalité de certaines économies, dont celle des pays d'Afrique. Retour sur les faits avec Cyril King-Mbépé. Le classement des économies par la Banque mondiale a connu ces 3 dernières années quelques soubresauts. Le rapport Doing Business a favorisé certains pays. Des révélations faites par le Wall Street Journal suite aux dénonciations en 2017 de Paul Romer, alors chef économiste de la Banque mondiale. Des considérations parfois politiques ont motivé le classement de certains des 190 pays mis en exergue. La banque reconnaît ces irrégularités. La Banque mondiale annonce un audit pour vérifier le processus de collecte et d'examen des données. Sur le site de l'institution, on peut lire quelques mesures prises. Nous agirons sur la base des résultats et corrigerons rétrospectivement les données des pays les plus touchés. L'accès à l'électricité, au crédit et l'exécution des contrats par les entrepreneurs sont entre autres les thématiques prises en compte dans ces classements querellés. L'annulation du dernier classement Doing Business nous donne l'occasion ce soir de parler de l'importance des agences de notation financière. Cette année, Moody's et Global Ratings, les 2 plus grandes agences de notation dans le monde, ont eu des appréciations plutôt divergentes sur la situation économique du Cameroun et son niveau de solvabilité auprès de ses créanciers. Les détails avec Franck Evina. Ce sont des sortes de baromètres de tension financière. Leur mission, évaluer les risques de non-remboursement de la dette d'un État, d'une entreprise ou encore d'une collectivité locale. 3 firmes américaines et à capitaux privés se taillent la part du lion sur ce marché lucratif. The Big Three. Les 3 géants contrôlent à eux seuls 94% de la demande émise, une situation d'oligopole dans laquelle Global Ratings, Moody's et Fitch Ratings cumulent un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars par an. Rémunérés par les demandeurs de notation financière, ces mastodontes économiques produisent à titre indicatif des outils qui indiquent le risque d'insolvabilité. Global Ratings et Moody's l'ont fait cette année avec le Cameroun, note souveraine du pays diversement appréciée par les 2 géants de la notation.
Global Ratings attribue un B-, le plus bas niveau de la catégorie des pays très spéculatifs. Moody's se veut plus optimiste pour la première économie de la CEMAC en la maintenant à B2, l'avant-dernier niveau de la catégorie très spéculative. Raison invoquée, la diversification des revenus extérieurs, les progrès agricoles et énergétiques, entre autres. Seul point d'accord entre les deux leaders de la notation financière, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest ainsi que la pandémie du coronavirus continue de peser sur les perspectives économiques du Cameroun. En attendant un meilleur classement du Cameroun, parlons ce soir de cybercriminalité et de cybersécurité. Ces 5 dernières années, l'Agence nationale des TIC a enregistré plus de 12 000 attaques dans le cyberespace. Des dérives dénoncées par les pouvoirs publics. Le ministère des Postes et Télécommunications mène en ce moment une campagne de sensibilisation et relative. La démarche fait partie de l'arsenal de lutte contre la cybercriminalité. Moyen efficace et les experts proposent davantage d'outils. Ils se sont confiés à notre reporter Daniel Menanga. Infiltration des sites web, usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, des attaques qui se comptent au-delà des dizaines de milliers. Le cyberespace est menacé. Pour se protéger contre ces cyberattaques, il y a la sensibilisation et la formation. Le deuxième type d'outils, ce sont les outils techniques. Ça commence par l'antivirus qui est très connu. Une campagne d'éveil de conscience est en cours sous la supervision du ministère des Postes et Télécommunications. Il y a quelques mois, l'Antique ouvrait un numéro vert, le 8202, mais il en faut encore plus. Déterminer quelles sont les ressources effectives et critiques au niveau national, au niveau des entreprises et au niveau même des utilisateurs finaux. Les programmes éducatifs du niveau le plus bas devraient inclure des programmes de sécurité afin que les enfants grandissent en se souciant des activités liées aux escroqueries en ligne. Des outils d'attaque pour combattre les cyberespions, plus intelligents et plus rusés chaque jour. Une cérémonie d'installation du nouvel exécutif communal de Lembe-Yezoum, teintée de promesses de réconciliation et de vouloir vivre ensemble. Le préfet de la Haute-Sanaga a appelé les fils et filles de la localité à œuvrer au développement aux côtés de leur nouveau maire. Plus de précisions, Étienne Pascal Azégué. La pluie comme signe de bénédiction à la commune de Lembe-Yezoum qui accueille la toute première femme à la tête de l'exécutif municipal. Isabelle Koldilze et ses adjoints ont la charge de donner un nouveau visage à cette localité située en plein cœur dans la forêt de la Haute-Sanaga. Il faut que le maire développe sa commune, que le maire soit le maire qui s'occupe de toutes les préoccupations des populations de sa commune. La remise des attributs aux conseillers municipaux par le préfet Albert Nangadan scelle le nouveau deal pour cette municipalité d'environ 20 000 âmes. Ma priorité, c'est d'apporter des solutions aux problèmes des populations de ma commune. Le réseau routier, l'électricité, l'eau. L'invité surprise, Kedan Pluie, n'a pas su ravir la vedette aux membres du gouvernement, parlementaires et forces vives du département de la Haute-Sanaga qui ont honoré le rendez-vous de la place des fêtes de Lembe-Yezoum. Ouvrons la page religion de ce journal pour dire que des pèlerins ont rendu grâce à Dieu ce dimanche à Okola dans la région du centre. C'était au cours d'une messe en la paroisse Saint-Esprit, une célébration eucharistique menée par Monseigneur Sostène Léopold Payemi, l'évêque du diocèse d'Obala. Plus de précisions dans ce reportage de Christelle Fouda. Louange et adoration à la paroisse Saint-Esprit d'Okola. En union de prière avec les fidèles, les pèlerins, à l'exemple de Paul, rendent grâce pour les bienfaits accordés par le Seigneur. Nous avons eu des nominations et dénominations. Toutes ces promotions sont issues de 3 neuvaines. Nous ne sommes rien sans Dieu, nous ne pouvons rien sans lui. Alors notre devise, c'est tout pour le Seigneur et par le Seigneur. Dans son homélie, Monseigneur Sostène Léopold Payemi a prêché sur la foi, la charité et la réconciliation, des valeurs intrinsèques qui doivent éclairer les chrétiens. Jésus ne veut qu'aucune de ses brebis soit perdue. Nous devons y œuvrer avec la correction fraternelle, mais qui nécessite beaucoup de prière et de foi. Les cierges, pour garder la parole allumée, et des offrandes abondantes serviront de semences pour de nouvelles grâces.
À la congrégation baptiste du Cameroun, la mission apostolique Fontaine de Vie, désormais installée au quartier Mendon à Yaoundé, le culte spécial organisé pour la circonstance était l'occasion d'appeler les fidèles à la consolidation de leur foi. Voici le révérend Alex Kenfak, le prédicateur du jour, dans cet extrait sélectionné par Michel Renaud-Ouandja. Si l'Éternel bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Nous avons besoin que l'Éternel bâtisse les familles. Donc notre assemblée, notre ministère a pour objectif de bâtir les familles parce qu'on se dit que la nation est composée de différentes familles. Si nous baptisons les familles, nous aurons une nation qui craint l'Éternel, qui pourrait servir Dieu. La nation également pourrait vivre en paix. Nous devons laisser le Seigneur nous conduire. Comment faire grandir nos enfants, gérer nos familles, gérer même l'éducation de nos enfants. Le Seigneur doit faire partie de tous les projets dans lesquels nous envisageons. Les chrétiens catholiques du village Nkolkouda par Evoudoula ne feront plus des kilomètres pour élever des prières vers le ciel. La chapelle Sainte Trinité leur a été offerte. La cérémonie d'inauguration était présidée par Monseigneur Léopold Sosten Bayemi, évêque du diocèse de Bala. Les détails avec José Gaëtan Tchanga. Un nouvel espace de prière de 100 places pour louer le Seigneur. Les chrétiens de Nkolkouda savent désormais que la chapelle de la Sainte Trinité leur est ouverte. Dieu fait ses merveilles. La famille a bien marqué ce moment-là par la bénédiction de cette chapelle dédiée, bien sûr, à la Sainte Trinité. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. L'autel a été consacré. Les murs de la case chapelle bénie par Monseigneur Sosten Léopold Bayemi. Le donateur voit en cette œuvre spirituelle dédiée à son défunt père un héritage. Le choix était tout motivé par un père. J'ai décidé de faire une chapelle, l'oratoire de la Sainte Trinité, pour la famille Mengon. Puisque mon père était un homme pieux, c'était un homme qui avait donné toute sa vie à Dieu. La charité est le sommet de la vie chrétienne, a souligné l'évêque d'Obala dans son homélie tirée du livre de Luc au chapitre 6, une façon de saluer l'œuvre du donateur. Les personnels de la coordination des opérations de la riposte anti-Covid-19 s'auto-examinent. Médecins, infirmiers et assimilés ont été soumis au test de dépistage au centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé. C'est dans le cadre de la poursuite de la caravane des dépistages mobiles. Le reportage de Évariste Yenga. Ce sont des visages d'avant-scène pour certains et d'arrière-plan pour d'autres. Des visages de ceux qui pensent et appliquent la stratégie de riposte contre le nouveau coronavirus. Ils se soumettent eux aussi à l'épreuve des dépistages. Et le personnel du COUS ainsi que tout le personnel du dispositif d'intervention est d'abord le premier qui est exposé au risque de s'infecter. Le circuit du test est obligatoire. Un premier arrêt chez les conseillers en psychologie, un deuxième pour l'investigation, puis le troisième pour le prélèvement. Soulagement au bout du compte. Il était important pour moi de connaître mon statut, car devant moi-même m'occuper des autres. Les tests mobiles vont se poursuivre. Nous allons élargir à tout le dispositif de surveillance sanitaire et que nous souhaitons élargir à toutes les entreprises et en fait à tout le monde. 140 personnels du Centre des opérations des urgences de santé publique étaient attendus ce vendredi à la salle de conférence. Lorsque l'équipe de reportage a quitté le site en début d'après-midi, la file d'attente brûlait d'impatience. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Riposte nationale anti-Covid-19 au Cameroun. La région du littoral poursuit les dépistages de masse. Entre 3 000 et 5 000 personnes sont testées chaque semaine. Mais pour l'essentiel, les cas positifs sont asymptomatiques. Évariste Yenga, notre reporter, est au centre des opérations d'urgence de santé publique. Il est en compagnie de son invité, le docteur Jean de Dissongo. Évariste Yenga, bonsoir. Vous êtes avec votre invité en visioconférence. Vous avez l'antenne.
Bonsoir à Tabadine Omar, c'est le deuxième détour dans la région du littoral. Cette fois-ci, on va s'intéresser à quelques aspects spécifiques de la lutte contre le nouveau coronavirus vers les berges du Vouri. Notre invité ce soir, c'est le délégué régional de la santé publique pour cette région, le docteur Jean-Deux Dissongo. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Yenga. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se déroulent les dépistages mobiles dans la zone portuaire et les marchés de Douala? Merci de nous donner l'opportunité de parler du dépistage de Covid-19 dans la ville de Douala. Pour dire qu'en ce moment, nous développons des stratégies de dépistage mobile dans la ville de Douala et la plateforme du port autonome de Douala, ce qui nous a permis depuis 2 semaines aujourd'hui de dépister au moins 5000 personnes par semaine. Et pour accroître ce dépistage massif, nous travaillons actuellement avec la communauté urbaine de Douala pour augmenter cette capacité de dépistage en mettant en place des stratégies fixes temporaires et augmenter les équipes de dépistage mobile pour un meilleur contrôle de cette épidémie. Parlez-nous de la fréquentation des hôpitaux et autres sites spécialisés de prise en charge Covid-19. Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours? Au regard des statistiques, nous constatons quand même qu'il y a une baisse du nombre de patients hospitalisés dans les centres spécialisés de prise en charge. Nous pouvons penser que cette baisse est due au fait que la majorité des cas dépistés depuis un certain temps sont asymptomatiques et cela pourrait expliquer pourquoi ils préfèrent être pris en charge à domicile plutôt que dans les centres de dépistage. Et nous profitons de cette occasion pour attirer l'attention des uns et des autres de renforcer le respect des mesures barrières afin que cette prise en charge à domicile ne soit pas l'occasion de départ d'une nouvelle forme d'épidémie pour laquelle nous voulons maintenir le contrôle. Merci, Dr Jean-Deux Dissongo, pour cette contribution à Tabadine Omar. On le retient, environ 5000 tests effectués dans la zone portuaire de Douala et les marchés de la même ville. Mais dans les hôpitaux, ces endroits se vident parce que la plupart des cas testés positifs sont plutôt asymptomatiques et la prise en charge se fait plutôt à domicile. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes les informations communiquées ce soir. Berthe Kaolé-Dadé repose désormais à Messok dans le département du Oignon, région de l'Est. L'épouse de l'ancien ministre Jean-Marie Aléocole y a été inhumée en présence de nombreuses personnalités, amis et familles. Denis Amang de CRTV Est pour les détails. De nombreuses personnalités ont rallié cette localité afin d'accompagner Mme Aléocole, née Berthe Kaolé-Dadé, à sa dernière demeure. Une femme de caractère qui a su donner une éducation exemplaire à ses nombreux enfants. Nous avons grandi avec en moyenne 30 enfants à la maison. Vous pouvez imaginer, on ne savait pas qui était le fils, qui était l'enfant. On était tous des frères. L'on n'oubliera pas de sitôt les nombreux services rendus à la nation, comme vice-présidente du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, trésorière à la Fondation Chantal Biya, ancienne maire de Messok, entre autres. Elle a été élevée à la dignité d'officier de l'Ordre de la Valeur à titre posthume par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Pendant les témoignages, l'époux éploré, Jean-Marie Aléocole, a profondément remercié le couple présidentiel pour son soutien multiforme pendant cette période difficile. Monseigneur Joseph Atanga a recommandé l'âme de la défunte au Tout-Puissant avant que la terre de Messok ne se referme définitivement sur Mama Berthe pour un repos éternel. Les condoléances du 20h30. Pour terminer ce journal en beauté, allons en savoir plus sur cette formation en décoration, teinture, coiffure, cuisine et couture dispensée à une quarantaine de femmes et dont le but est la promotion de l'autonomisation des femmes. Une initiative de la Fondation Promad. Laurence Okalia.
En 2 jours seulement, ces 40 femmes ont donné des couleurs à leur avenir. C'est grâce au pinceau de Tahiri Diana, initiatrice du projet visant à promouvoir l'autonomisation de la femme dans la société. L'idée me vient du fait que les femmes sont dépendantes des hommes. Maintenant, pour aider l'homme à subvenir à ses besoins, j'ai eu l'initiative de former les femmes. Ici, apprécier les nouvelles coiffeuses, couturières, teinturières, décoratrices et bien encore des travaux manuels qui caressent leur fierté. Les gens de ma famille n'iront plus jamais à la boutique pour acheter des savons parce que je vais les fabriquer moi-même. Les savons de cuisine, les savons de toilette, les gels de douche, peu importe, gommant, éclaircissant, hydratant. D'autres formations du genre seront organisées au centre d'alphabétisation fonctionnelle de la fondation Promade. C'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Guetta Mandeng. Dès demain, retrouvez Romuald Tuisengok pour les éditions de 20h30 semaines. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.